Depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, citoyens, responsables politiques, éditorialistes, journalistes, intellectuels pointent le rôle des médias dans la montée en puissance du Rassemblement national. Montée en puissance dans les audiences, dans la visibilité et donc par voie de cheminement dans l'électorat. Mais ces liens sont-ils fondés, prouvés, justifiés et au fond, des médias ou des électeurs qui influencent qui? Pour en parler, deux invités, deux spécialistes des médias ce matin. Sylvain Bourmeau, bonjour. Bonjour Quentin. Vous êtes journaliste, professeur associé à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, directeur du journal AOC. Et les auditeurs de France Culture vous connaissent bien puisque vous êtes producteur de l'émission La Suite dans les idées sur cette chaîne. À distance, Claire Enders, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice et directrice d'Enders Analysis, une société britannique d'études et de conseils sur les médias et les télécoms. Et pour commencer, un point de méthodologie. Comment étudier, Sylvain Bourmeau, du point de vue des sciences sociales, le poids des médias dans une élection? Est-il possible même d'établir des liens de causalité entre la structure du champ médiatique et l'influence sur l'électorat? Oui, c'est possible, c'est évidemment très, très compliqué. Je pense qu'il faut d'abord et avant tout se débarrasser de la question classique qui est la télévision fait-elle l'élection, pour la reprendre dans sa formulation classique, ou les médias font-ils l'élection. Je pense que les effets des médias ne sont pas des effets mécaniques. Il ne faut pas se placer dans une perspective de la propagande. En gros, on en est loin. C'est pas comme ça que les choses se passent. Je pense qu'on peut distinguer différents types d'effets. On peut mettre à jour des mécanismes. Peut-être pour la clarté des explications, convient-il en période électorale de distinguer des effets qu'on pourrait dire des effets de long terme qui sont à l'œuvre s'agissant du Front national, puis du Rassemblement national, qui nous occupe là particulièrement depuis des décennies, depuis l'apparition sur la scène électorale de cette organisation politique au début des années 1980, et puis des effets plus conjoncturels, des effets plus rapides. On en a eu un certain nombre d'exemples cette semaine. Le dernier en date, on pourra peut-être y revenir, concerne le débat qui n'aura finalement pas lieu sur l'antenne de BFM ce soir, mais concerne aussi les choix qu'ont fait les chaînes de télévision de retransmettre le discours de Jean-Luc Mélenchon dimanche soir, en lieu et place de celui de Marine Tondelier, qui parlait à la même heure. Donc, en fait, je pense que voilà, il faut essayer de distinguer les temporalités. Les effets sont multiples. On pourrait en parler des heures, en fait. Claire, on va essayer déjà d'en parler pendant 40 minutes. Claire Enders, vous êtes vous-même en Grande-Bretagne en pleine période électorale. On y reviendra. Est-ce que le poids, l'influence des médias est surestimé, sous-estimé selon vous? Comment faut-il placer le curseur? Et le poids des médias est crucial puisqu'il y a un entonnoir de voix et par exemple, c'est évident que la lancée de Fox News aux États-Unis en 96 a eu un impact absolument, impensable et permanent sur, le discours public, monsieur Murdoch ayant éliminer les lois sur l'impartialité, sur les news qui agissaient avant aux États-Unis et qui agissent toujours ici au UK. Et donc, cette possibilité de lancer des méthodes de nouvelles qui sont opinion based et qui renforcent des points de vue très biaisés, très archais et en plus qui font de l'idéologie, de la propagande. Vous avez parlé de la propagande, eh bien Fox News fait de la propagande. Monsieur Murdoch fait la propagande contre la BBC étant non ressortissant britannique depuis 69. Il a complètement normalisé l'idée que les services publics et d'ailleurs dans tout le monde de l'extrême droite, les services publics sont toujours l'ennemi numéro un, les gauchistes extrêmes, les gens qui ne veulent pas que l'extrême droite s'exprime, les gens qui ferment la bouche aux gens traditionnels. Donc, les effets des médias sont immenses et on le voit sur des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. C'est peut-être un premier effet de structure, Sylvain Bourmeau, qui vient d'être mis en lumière à l'instant. L'importance de l'opinion sur l'information et la prédominance, l'importance croissante de cette opinion sur l'information et dans le traitement de l'information.
Oui, c'est très important et en même temps, je pense qu'on aurait tort de s'en tenir à ça. C'est-à-dire que je crois que, c'est vrai que ce sont des phénomènes nouveaux, l'apparition de Fox News ou l'apparition de chaînes d'information en continu qui font de l'opinion leur matière, première et des opinions qui se clashent en particulier. Mais pour le dire d'une formule un peu rapide, et s'agissant de la France, je pense que Bolloré a bon dos ou on pourrait dire Monsieur Murdoch a bon dos. C'est-à-dire que je ne remets pas du tout en question ce que vient de dire Claire Enders, elle a parfaitement raison. Mais je crois qu'il faut s'interroger plus avant sur une responsabilité beaucoup plus partagée, y compris par, des journalistes qui font, consciencieusement, leur travail et pas du tout à la manière, de ces chaînes de propagande Y en compris par fait. nous-mêmes donc. Y compris par nous-mêmes et je pense que c'est très important de réfléchir à ce qu'on fait quand on est journaliste en permanence et on peut faire des erreurs, bien évidemment, comme dans n'importe quelle profession. La différence, c'est que c'est une profession qui a pas tellement pour, habitude d'être réflexive en fait, contrairement à d'autres et c'est un vrai problème. Pour revenir à la question des opinions que vous me posiez, en fait, évidemment tout ça est lié à la mutation, numérique en particulier. Est-ce que, d'ailleurs pour, revenir en Angleterre, le Oxford English Dictionary qui est vraiment le grand dictionnaire, de la langue anglaise, désignait par post-truth comme un adjectif à l'époque, il y a quelques années, qu'il a fait entrer donc dans ce La dictionnaire. La post-vérité? post-vérité, en fait, c'est un qualificatif, c'est pas un substantif. C'est un qualificatif qui vise à qualifier un espace public dans lequel, d'un côté, les émotions et de l'autre, les opinions sont amenées à jouer un rôle de plus en plus important. Et je pense que pour comprendre pourquoi les émotions et les opinions jouent un rôle plus important, il faut non seulement s'intéresser à la manière dont les modèles économiques des médias ont évolué avec le numérique, mais aussi à la manière dont une certaine culture professionnelle journalistique a pu, au fil du temps, accorder aux émotions comme aux opinions une place absolument centrale. Parce que le journalisme a beau dire on s'intéresse qu'aux faits, en fait, leur manière de produire des faits consiste souvent à rapporter des opinions. Et la distinction entre les faits et les opinions est pas si évidente que celle qu'on retrouve dans les chartes. Elle a beau être proclamée, en fait, dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Claire Enders, est-ce que vous êtes, d'accord avec ce qui vient d'être dit? Il ne faut pas seulement, pointer la responsabilité des structures médiatiques, des propriétaires des médias, mais également, des journalistes et puis on y reviendra, de l'idéologie professionnelle de ces journalistes? Je suis désolée, comme je suis analyste, de structure, je dois dire que, par exemple, Facebook a un impact énorme sur la propagation des opinions individuelles et Sylvain ne pense pas qu'au fait, ce qu'on a vu, c'est la montée de l'individu opiniâtre, argumentatif, avec des idées incroyables, venues du monde entier ou de ses copains et c'est cette prime c'est nous avons des nouveaux journalistes, nous sommes tous des journalistes, tout le monde qui émet 4 paroles sur Facebook est en train de communiquer et de communiquer quelque chose. Donc c'est que l'opinion et l'émotion ont pris le dessus dans tous les discours politiques que je regarde, que ce soit aux États-Unis. C'est ça, ça c'est une tendance immense et ça a été causé sur 20 années par les médias sociaux et naturellement par la chute de l'audience des services publics, par les controverses politiques sur les services publics qui, je dis, datent absolument et qui sont poussées d'une façon idéologique par tous les partis d'extrême droite. On voit Viktor Orban, la première chose qu'il a fait comme Premier ministre en 2011, c'est de prendre le grappin sur tous les services publics et de les rendre un service de propagande. Cela perpétue naturellement le pouvoir de Viktor Orban. Donc disons, la les services publics ont perdu leur estime et leur réputation c'est une certaine partie envers le public et le public lui-même s'est réveillé être, opiniâtre et a aussi des moyens comme Fox News, comme BDFM, où les gens les encouragent à s'exprimer d'une façon très vocifère, très anti-humaine, très provocatrice et cetera. Donc nous avons vraiment dans le discours politique énormément plus de personnes et énormément plus de moyens de s'exprimer et tout le monde se donne le même droit alors que je dois vous dire dans les journaux britanniques,
il y a un éditeur, il y a des travaux. Ce n'est pas la même chose du Mmh. tout de regarder des paroles sur la BBC ou sur le FT que sur Facebook. Je vous l'assure parce qu'on en a fait l'étude et c'est la même chose en France et je vous assure, vous regardez ça, je crois, vous ne pouvez pas comprendre comment une historienne regarde ça et voit des faits de 100 ans. Le Front populaire a formé un gouvernement en 36, donc le nouveau populaire s'inspire directement de cela et aussi de la montée du fascisme auquel il répondait. Vous êtes dans les mêmes axes en Europe que nous étions avant la Deuxième Guerre mondiale et c'est ainsi que nous le voyons. Si le Rassemblement national s'est normalisé lui-même depuis 80, eh bien, c'est parce qu'il voulait le pouvoir. On ne peut pas blâmer les journalistes que ce parti émet depuis 2010 des positions qui sont de plus en plus normales. Ça, c'est exactement le jeu joué par Gerd Wilders qui est devenu Gerd Milders. Et c'est normal. Le pouvoir, c'est très important. Et pour que le Rassemblement national arrive au pouvoir, il faut qu'il donne il faut qu'il se dise, comme il se dit tout le temps, pas du tout d'extrême droite, complètement normal, représentant des points de vue complètement normaux. Donc, c'est le Rassemblement national qui a été très, très, très malin et qui a dominé le discours. Bien fait eux, ça c'est le pouvoir politique. Les journalistes, ils sont un peu confus là-dedans et en plus, c'est pas comme si les Français lisent énormément les journaux. Ils ne les lisent pas. Alors, on va faire réagir justement, Sylvain Bourmois, à ce que vous venez de dire. La responsabilité minime, selon Claire Enders, de la normalisation du Rassemblement national au long cours. Mais c'est pas du tout ce que montrent les travaux de recherche. Je pense en particulier à ce que a pu en dire Nona Mayer, qui est probablement la spécialiste qui travaille depuis le plus longtemps dans ce pays sur le Rassemblement national et pour qui clairement ce qu'on a appelé la stratégie de dédiabolisation ou de normalisation ou de banalisation, quel que soit le mot, de cette organisation politique, le Front national puis le Rassemblement national, en fait a commencé d'être médiatisé avant même sa mise en œuvre. Elle a montré clairement que c'est l'offre médiatique qui a en quelque sorte préempté cette question de la banalisation. Évidemment que ça se fait en coproduction toujours, cette histoire. Mais les médias ont une responsabilité particulière dans cette normalisation. Je voudrais, ce serait trop long d'en faire l'histoire, on peut peut-être simplement constater ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez un espace politique qui est coupé en deux parts à peu près égales. D'un côté, vous avez des gens pour qui le Rassemblement national n'est pas un parti politique comme les autres, n'est pas une organisation politique comme les autres, ce qui les conduit à se désister, par exemple, c'est-à-dire à considérer même un retrait face à des adversaires, mais des adversaires vraiment frontaux. C'est-à-dire vous avez des gens qui étaient complètement opposés à la réforme des retraites, qui vont accepter de voter pour les gens qui ont mis en œuvre cette réforme des retraites au nom du fait qu'il faut absolument battre ce parti qui n'est pas normal. En gros, ça va de Monsieur Poutou à Monsieur De Villepin. C'est quand même la moitié des électeurs, la moitié de l'offre politique. Puis de l'autre côté, vous avez des gens pour qui, visiblement, le Rassemblement national est certes un parti avec lequel on n'est pas forcément d'accord, ou d'accord, mais en tous les cas, qui est un parti comme les autres. Et cette scission, elle entre en Donc, résonance avec le ben, champ médiatique? ben non, elle contraste avec ce qui se passe dans le champ médiatique. C'est-à-dire que là où vous avez le champ politique coupé en deux, eh bien, le champ médiatique, dans sa quasi-totalité, en fait, considère, dans sa pratique professionnelle, que le Rassemblement national est un parti comme les autres, qu'il faut traiter comme les autres partis. De ce point de vue-là, il y a un hiatus incroyable entre ce que pensent les responsables politiques, puisqu'encore une fois, 1 sur 2 considère que ce parti n'a pas droit de citer, au fond, qu'il faut l'ostraciser, qu'il ne fait pas partie de la République. Et pour une raison simple, c'est-à-dire que la République, c'est quoi? C'est pas seulement une démocratie, c'est une démocratie dans laquelle il y a un état de droit. Or, ce parti veut remettre en cause cet état de droit, et donc il ne fait pas partie de la République. Voilà, ça c'est la moitié de l'espace politique qui pense ça. Et face à ça, vous avez disons 90% des journalistes qui pensent que bien faire son travail de journaliste, c'est considérer ce parti comme un parti comme les autres. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Je considère personnellement que c'est une situation extrêmement grave parce qu'elle ne reflète pas au fond la profonde division de l'espace politique français au nom d'une idéologie professionnelle. Claire Enders, est-ce que votre point de vue pour l'expliciter, est-ce que vous êtes en train de nous expliquer que les électeurs ont une plus grande influence sur les médias que l'inverse, qu'en gros, que c'est les électeurs qui créent l'offre médiatique?
Non, je crois que Sylvain prend les journalistes pour beaucoup plus malins qu'ils ne le sont et en fait, aussi les partis politiques ont des souteneurs. Monsieur Bolloré, monsieur Murdoch, ils ont des moyens très puissants. Ils peuvent faire une campagne sur une idéologie qui dure des décennies. Donc un journaliste seul dans un journal n'a pas la possibilité d'arriver à ces points de vue et donc nous avons le même problème ici avec, Reform et puis avant, eh bien UKIP. C'est un parti d'extrême droite qui a été normalisé un peu par le fait que nous devons être impartial à la BBC et autre part et que les gens doivent refléter la réalité autour. Mais ça n'a pas normalisé le point de vue anti-immigrant. En fin de compte, on a vu que le Brexit est parti et que la majorité du pays va voter pour un parti, Labour qui est absolument l'antithèse de Reform, l'antithèse de UKIP, l'antithèse et donc tout ça, ça s'est passé dans 14 années. On a eu le début de UKIP qui est monté, mais qui a des souches très anciennes et d'ailleurs le Rassemblement national a des souches qui sont dans le régime de Vichy et avant. Le fascisme en France, c'est quand même une longue, longue histoire et l'association avec le catholique, le catholicisme, avec les colonies, tout ça, ça c'est très bien reconnu. Marine Le Pen doit son nom à son père qui était ça c'est quand même tout ça, ça c'est très curieux et donc de blâmer des journalistes parce qu'il y a une idéologie qui existe partout dans le monde, d'extrême droite, un journaliste français n'a pas influencé la montée de ce genre d'idées. Elles existent depuis des milliers d'années et donc elles existent depuis, Platon d'ailleurs et elles ont On été codifiées donc moi je ne crois pas du tout qu'on peut blâmer les journalistes ni le public. Le public regarde autour de lui, essaye de s'exprimer, essaye de comprendre et si ce parti s'est normalisé, il l'a fait exprès et on l'a vu monter. Vous avez vu monter le taux de l'électorat envers ce parti, petit à petit, décennie après décennie. on va Vous pouvez poursuivre. blâmer ça sur les journalistes. Merci Ce beaucoup à mais vous. Merci beaucoup à vous deux, Sylvain Bourmeau, Claire Enders. On va poursuivre cette discussion à 8h20, ce débat même, je dirais. Et en attendant, on va écouter Xavier Mauduit et Jeanne Guiroux qui ne s'attaquent pas aux pauvres, mais aux préjugés qui visent les pauvres. Quentin l'a fait. Des médias ou des électeurs, qui influencent qui? C'est la question que nous posons ce matin avec nos deux invités. Sylvain Bourmeau, il est journaliste, professeur associé à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, directeur du journal AOC, bien connu également des auditeurs de France Culture, puisqu'il produit l'émission La Suite dans les idées. Et à ses côtés, à distance, Claire Enders, elle est fondatrice et directrice d'Enders Analysis, une société britannique d'études et de conseils sur les médias et les télécoms. Je voudrais vous faire réagir, Sylvain Bourmeau, à cet extrait d'un article signé Éric Neveu dans la revue des médias. Je le cite. Questionné sur le fait que les médias puissent influer sur leur vote, les sondés répondent volontiers négativement, ce d'autant plus qu'ils sont politisés ou diplômés. Mais si la question est formulée de façon plus générale sur une influence sur les électeurs, les réponses sont bien plus positives. Ce sont les autres, ce qui veut souvent dire les milieux populaires, qui seraient malléables à l'influence des médias. Ce décalage est d'autant plus troublant que ce sont plus souvent les personnes diplômés de classe supérieure qui sont grands consommateurs d'informations politiques et, par là, plus exposés à l'influence des médias. Fin de citation. Si je résume, vous, Sylvain Bourmeau, vous n'êtes pas influencé quand on vous pose la question directement, mais vous pensez peut-être que l'ensemble des électeurs le sont. Quid de cette citation? En fait, je ne reprendrai pas le terme d'influencer. Je repartirai de la situation politique telle que vient de la décrire Jean Lémarie, c'est-à-dire celle du front républicain qui se met en marche. Ça permet de comprendre une chose fondamentale qui est le caractère décisif de ce qu'on appelle l'offre politique. Les électeurs ne votent pas comme ça dans l'absolu. Ils doivent mettre des bulletins dans les urnes en fonction de ces bulletins, des bulletins qui se trouvent sur la table à leur disposition. Ce ne sera pas les mêmes au second tour qu'au premier. Ça, c'est l'offre politique. Donc quand on est électeur, on ne fait pas ce qu'on veut. Or, vous avez tout un tas de gens qui croient dans l'idée que
les électeurs ou les Français, les gens qui adorent parler des Français, les sondeurs, par exemple, mais aussi les éditorialistes, des journalistes, qui pensent qu'il y a une demande politique qui existerait comme ça dans l'air, et que c'est au nom de cette demande qu'on ferait de la politique. En fait, on s'aperçoit quand on fait de la sociologie politique, que ce soit du monde politique ou des médias, que ce qui est très important, c'est l'offre. Mais on a tendance à perdre de vue cette importance. Et je dirais que la mutation des modèles économiques des médias liés au numérique a encouragé cette espèce de populisme, au fond, qui consiste à parler, à considérer ou à prétendre ce que voudraient les Français. Je veux dire par là que quand on prend les plus anciens des médias, la presse industrielle qui naît au milieu du 19e siècle, aujourd'hui encore d'ailleurs la presse, il lui faut à peu près 3 semaines pour connaître le résultat de ses ventes, le temps que les chiffres remontent. Donc on ne peut pas faire un lien direct et il faut du temps pour le faire entre Un choix un choix éditorial? éditorial et un succès commercial. Deuxième média dans l'histoire des médias, la radio. Vous savez comme moi, et ça nous protège, que la mesure de l'audience de la radio, elle se fait tous les 2 mois simplement et avec des moyennes. Donc vous ne pourrez pas savoir si le fait de m'avoir invité ce matin, c'était une bonne idée au plan du succès On ne d'audience pourra pas me le ou reprocher. pas. Non, personne ne peut le savoir. Et ça, c'est ce qui fait qu'on peut faire, à mon sens, de la bonne radio. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours en train de regarder l'audience au jour le jour. La télévision, elle, le fait au jour le jour. C'est-à-dire qu'elle a les résultats de la veille. Et donc, elle peut imputer des résultats à des choix éditoriaux. Et on voit ce que ça donne. À mon sens, ça explique une grosse partie de la différence entre la télévision publique et la radio publique. Écoutez la différence de la radio publique avec la radio privée. Et puis enfin, le numérique. Et là, c'est carrément en temps réel. Vous avez des logiciels qui permettent de mesurer l'audience en temps réel. D'ailleurs, les chaînes de télévision d'information en continu se servent de ces mesures en temps réel pour, à l'oreillette, indiquer aux animateurs qu'il est temps de changer de sujet ou de donner la parole à un autre invité qu'à celui qui est en train de parler au moment où on parle. Parce que l'audimat va diminuer en Voilà. direct. Et donc, en fait, ces gens pensent qu'en mesurant comme ça ces réactions, ils mesurent la demande. En fait, c'est une espèce de pseudo-demande. Mais la hiérarchisation de l'info se trouve complètement soumise, en fait, à cette espèce de dictature en temps réel de l'audience. Et ça a des effets considérables en termes de centralité des émotions et des opinions dans l'espace public. C'est ce qui a produit cet espace de post-vérité qu'on observe dans les médias. Ça, c'est vraiment quelque chose qui contribue à structurer autrement l'offre politique. Et je pense qu'il faut réfléchir évidemment à toutes les questions de concentration des médias qui viennent ajouter une dimension très, très, très forte à ces outils, en quelque sorte, mais que ça ne suffit pas. C'est-à-dire que pour comprendre tous les problèmes qu'on a, il faut aussi s'interroger sur d'autres façons de faire. Parce que, encore une fois, je le répète, Bolloré Abondo, c'est-à-dire que je suis le premier à m'alarmer du fait que des milliardaires aient à ce point le contrôle des médias. Il faut trouver des solutions pour les en empêcher. Mais si on ne règle que ça, on n'aura réglé que la moitié du problème, en fait. Claire Enders, une réaction et pour tirer le fil de ce qui vient d'être dit, au fond, l'influence des médias n'est pas tant à estimer en termes d'impact direct sur les électeurs potentiels, mais bien plus sur la hiérarchisation, la structuration de l'offre politique et des sujets médiatiques qui sont diffusés. Mais justement, j'avais dit dans l'émission précédente que c'était l'offre du Rassemblement national qui avait changé et c'était pas et les journalistes n'étaient pas dedans pour cela. Justement, Sylvain est d'accord avec moi que le Rassemblement national s'est normalisé lui-même, s'est banalisé lui-même. Votre Ah non, citation je suis pas parlait d'un d'accord avec sujet ça. tout Non, non, autre. non. Je ne suis OK, pas bon, Allez, d'accord allez, avec ça. bon, allez-y, Claire Enders, on fera bon. réagir Sylvain Ah non, Bon. non, mais quand même, vous avez vraiment la parole tout le temps, Sylvain. Alors, vous pouvez me laisser la parole parce que Allez-y, je vous en vraiment, je prie. fais un effort. OK. Alors, le texte parlait des divisions entre les couches d'éducation, et cetera. Nous observons aussi ici que les gens qui utilisent énormément de médias ont tendance à voter dans le centre et qu'il y a cette idée que les gens qui sont moins informés, qui ne payent pas pour ceci ou pour cela. Mais Sylvain a tout à fait raison, c'est que l'autorité des services publics dans le news et des journaux a complètement chuté et les gens prennent leur biais des informations de toutes sortes de souches différentes et cela influence leur point de vue sur justement l'offre, politique qui leur est faite et si les Français en ont marre de Macron ou les Britanniques en ont marre de Boris, puisque c'est tout à fait vrai que Boris
et Starmer sont des opposés, eh bien, cela aussi donne le fait que l'homme politique ou la femme politique peut aussi faire des erreurs, peut aussi influencer le point de vue du public sur son parti, comme on l'a vu avec l'effondrement du Parti conservateur, qui était quand même au pouvoir pendant 14 ans. On va le voir. Et en plus, qui s'est cassé en deux entre l'extrême droite, qui maintenant s'appelle Reform, et puis le Parti conservateur. Nous n'avons jamais vu ça dans la plus vieille démocratie du monde. Nous n'avons jamais vu l'effondrement total du Parti conservateur. Ce sont des grands mouvements idéologiques historiques qui se manifestent dans un contexte géopolitique qui est influencé par des acteurs étrangers, ici comme ailleurs. Et il faut absolument faire le point sur ces acteurs qui disséminent des informations qui ne sont pas justes et qui fomentent ce désir de s'exprimer. Et en plus, il y a quand même un certain désespoir qui se forme sur les promesses qui ont été faites dans l'après-guerre sur les conditions sociales, etc. Et le Rassemblement national est en train d'offrir au public français une offre qui semble leur aller beaucoup mieux que toutes les autres offres. Ça, ce n'est pas la faute des journalistes, c'est le Rassemblement national qui fait les malins. Je voudrais faire réagir Sylvain Bourmeau. Je suis pas en train de dire que le Rassemblement national est créé de toutes pièces par les médias et par les journalistes. Il y a une réalité politique, une réalité sociale évidente, qui a une longue histoire. Bien évidemment, il ne s'agit pas de dire que tout ça est un artefact, le produit du seul traitement médiatique de cette réalité. Néanmoins, on peut s'interroger sur des pratiques qui favorisent en fait ce rassemblement national. Et je pense que pour répondre à cette question, il faut ne pas en rester simplement aux critiques des médias un peu classiques qui se focalisent sur à qui appartiennent les médias, quel est l'agenda idéologique des gens qui détiennent ces médias. Non pas pour dire que ces questions ne sont pas importantes, elles le sont, mais encore une fois, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que sinon, on ne comprend pas pourquoi des journalistes ou des rédactions qui sont indépendantes de ce type de pouvoir, et sans s'en rendre compte souvent, participent de cette forme de normalisation, de banalisation. Alors passons justement à un autre type de critique. C'est vous qui l'écrivez, Sylvain Bourmeau, dans la revue AOC. À trop donner systématiquement la priorité à la nouveauté, c'est la hiérarchisation de l'information qu'on détruit. Cette tendance inhérente à la pratique même du journalisme s'est trouvée vivement accentuée, non seulement en raison de la mutation numérique et des réseaux sociaux, mais en fait, dès l'invention de l'information en continu, fin de citation, cette prime, ce goût pour la nouveauté des journalistes, ça nous fait penser à d'autres histoires et pas simplement au Rassemblement national. Ça nous fait penser également à Emmanuel Macron en 2016, à François Ruffin il y a quelques années. Oui, évidemment, il y a une prime à la nouveauté. J'en sais quelque chose. Pendant plus de 15 ans, j'ai été l'un des rédacteurs en chef d'un hebdomadaire culturel, Les Inrecuptibles, qui vivait au fond de ses capacités à faire émerger des figures nouvelles culturelles et à les entretenir dans le temps. C'est quelque chose de passionnant d'ailleurs à faire et c'est normal que ce journalisme fasse émerger des gens. On a le même type de phénomène avec le personnel politique où il s'agit de faire émerger des Mm. gens. On voit ce qui se passe aujourd'hui avec Marine Tondelier qui est assez passionnant de ce point de vue. Il ne s'agit pas de dire il faut arrêter de faire ça. Il faut juste être conscient du biais qu'il y a. C'est l'un des biais que je pointe. Et donc d'essayer de le contrebalancer, c'est-à-dire en veillant toujours à garder un œil sur la hiérarchie de l'information. En fait, ce qui s'est passé, je fais remonter à l'invention des médias en continu et de la radio en particulier, et de France Info dans ce groupe Radio France au milieu des années 80, l'idée que la hiérarchie de l'info a été un peu bousculée par le fait de devoir produire toutes les 7 minutes. D'ailleurs, je viens de lire que France Info avait décidé maintenant d'espacer ses bulletins d'information, précisément pour arrêter le matraquage. Ce sera le cas à la prochaine rentrée, et ça me semble être le fruit d'une réflexion de ce type. Mais en fait, on pourrait remonter plus loin, c'est-à-dire que le petit journal au milieu du 19e
siècle, vous savez combien il avait d'éditions? Il avait 13 éditions. À l'époque où on livrait les journaux à cheval dans Paris, il y avait 13 éditions dans la journée d'un journal composé au plomb. Donc en fait, cette tendance à vouloir toujours mettre à jour, c'est inhérent au journalisme. Mais il ne s'agit pas de dire que c'est mal. C'est évidemment très important et c'est structurant pour le journalisme. Simplement, les journalistes sont pris dans cette tension où ils doivent toujours faire attention à évidemment considérer ce qui est nouveau, mais à le mettre en balance avec ce qui est important. En fait, c'est le problème, c'est que cette tension aujourd'hui, elle joue plutôt en permanence au profit de la nouveauté plutôt que de l'importance des informations. Claire Enders, dans ce paysage, dans ces élections aussi, quelle est la responsabilité singulière, sans doute, de l'audiovisuel public, des médias publics? Quels enseignements vous tirez vous-même de ce que pratique la BBC en Grande-Bretagne? Je suis, d'ailleurs complètement d'accord avec Sylvain que la presse, chez nous en tout cas, est le modus operandi de l'opinion, alors que la BBC et Channel 4 News, Sky News et cetera, tous les médias qui sont réglementés doivent présenter les 2 points de vue. Donc pour répondre à Sylvain, comment est-ce que UKIP est devenu Brexit? C'est parce qu'il fallait donner exactement un petit nombre de minutes à tous les candidats, à tous les leaders, et c'est comme ça que notre système public fonctionne, c'est de donner la voix, je dois dire, à des personnes où on dirait il faut pas leur donner la voix, mais c'est comme ça que notre système fonctionne pour justement pour mettre en évidence tous les choix qui sont possibles et pour ne pas, donner la moindre justification à ceux qui disent: «La BBC, c'est la propagande du gouvernement, c'est la propagande de gauche, c'est la propagande de ceci et de cela». Donc notre système, informatique public ne vise pas les opinions à elles-mêmes, mais elle présente les opinions de toutes les personnes qui ont le droit à 5 minutes, 7 minutes, 8 minutes, selon la répartition politique du pays. Et je dois dire que la BBC, sans pub, a 60% de l'écoute des news, justement parce que les gens aiment équilibrer toutes les opinions qu'ils, ressentent sur les médias sociaux, dans les journaux qu'ils lisent, chez les copains, et cetera, avec les faits. Et donc l'autorité de la BBC est suprême sur les faits, sur ce qui se passe dans le monde. D'ailleurs, la BBC dépense 400 millions par an pour avoir justement des images, des vidéos qui sont tout à fait d'actualité. Donc, la base de l'information, d'ailleurs, je dirais du monde, puisque la BBC est le médium le plus consommé du monde. Ils ont 500 millions auditeurs, spectateurs ou liseurs par semaine dans le monde entier. Donc, pour tout le monde, la BBC est la base un peu des faits. Et je ne parle pas naturellement du service étranger qui est dans 50 langues. Mais ça, c'est ça, c'est le rôle de la BBC, c'est de présenter les vraies informations, et c'est un rôle tellement précieux qu'il est entouré de réglementations très, très, très compliquées, et la BBC prend ce rôle très au sérieux, et ce rôle a influencé les pratiques de tous les autres. Sky News, par exemple, qui n'est pas, réglementé comme service public, est réglementé sur ses contenus. Nous avons une attention absolument obsessive sur justement la représentation correcte de toutes les opinions qui sont possibles, qu'on soit d'accord ou non. Mmh. Mais ce sont les journaux qui sont détenus par Monsieur Murdoch, Lord Rothermere, maintenant Redbird IMI, c'est eux qui font la propagande pour les partis politiques, et c'est très clair. Le Mail a fait la campagne pour le Brexit d'une façon effrontée, avec des enfin, 1 million de Syriens sont en train de marcher sur l'Angleterre, et cetera. Donc en train de fomenter des mensonges absolument impensables. Monsieur Murdoch, lui-même est très coupable du côté de Brexit. En plus, il en a pris la responsabilité tout en étant non ressortissant britannique. Donc nous avons des propriétaires qui ont toujours fait la campagne politique, alors que la BBC doit se tenir comme planche absolument inviolable d'informations Alors juste sur une surface immense, alors sur juste la radio et tout et tout et tout, et donc naturellement, ils ont énormément de parts d'audience, ils ont une responsabilité extraordinaire envers le monde entier.
et ils le prennent très au sérieux. Justement, quelques mots, Sylvain Bourmeau, la responsabilité de l'audiovisuel public dans ce travail. Évidemment, l'audiovisuel public a une responsabilité différente parce que le modèle économique est différent. C'est plus simple en Angleterre où il n'y a pas du tout de publicité, comme le rappelait justement Claire Enders. Mais je voudrais revenir sur cette idée de fait et d'opinion. Les choses sont pas si simples que ça. Et, bien sûr qu'il y a de la propagande faite par des journaux qui font à peine du journalisme en Angleterre, mais aussi en Angleterre la meilleure, sans doute, avec Radio France, le meilleur radio du monde, la BBC, mais il y a aussi le meilleur journal du monde, le Guardian, de mon point de vue. J'ai beaucoup travaillé sur le journalisme britannique, j'ai consacré des années et des années de recherche, donc je vois bien la différence de niveau. Enfin, c'est comme au football, au fond. Mais pour revenir sur la question des opinions, je veux dire que le problème, c'est que ce qu'on présente souvent comme des faits dans le journalisme, et même à la BBC, c'est souvent simplement la position de deux opinions contradictoires. Le fait de frotter deux opinions contradictoires donne le sentiment aux journalistes de produire ce qu'ils appellent de l'objectivité. Et Il c'est y a faux? une manière rituelle de faire. Ben oui, parce qu'il n'y a jamais deux opinions sur un sujet. Il y en a peut-être 50, peut-être 51, peut-être il y en a 1475. Et donc, les journalistes devraient plutôt que de réfléchir en termes d'objectivité, se rapprocher de la démarche des sciences sociales qui pensent plutôt les choses en termes de processus d'objectivation, de dispositifs d'objectivation. Il y a une réalité, et pour l'observer, il faut inventer des dispositifs qui permettent d'en saisir des petites parties, des petits morceaux. Mais prétendre vouloir dire la vérité des choses en juxtaposant deux opinions antagonistes et contradictoires, c'est pour le moins naïf. Peut-être une bonne leçon pour l'avenir et pour travailler à l'avenir. Merci beaucoup à tous les deux, Sylvain Bourmeau et Claire Enders, d'être venus nous parler du lien qui unit les médias à l'électorat.